On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui et demain, entrevue avec les candidats à la mairie. Dans quelques instants, Martin Côté, candidat indépendant. Mais d'abord, il a déjà été député fédéral. Il s'est présenté il y a 4 ans, tente sa chance à nouveau. Je parle ici de Claude Bachand. Dernier tour de piste pour nos candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore quelques jours, quelques heures pour vous convaincre. Avec nous aujourd'hui, l'ex-député fédéral de Saint-Jean, Claude Bachand, qui tente sa chance à nouveau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je vous ai déjà posé la question. Je vous la répète parce qu'il y a des gens indécis qui vous regardent et qui disent « Bon, ce gars-là a été député pendant 18 ans. Il s'est présenté à la mairie en 2013. Puis effectivement, vous avez terminé deuxième, pas très loin de M. Fecteau. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous retentez encore votre chance cette année? Bien, écoutez, j'ai décidé de me réembarquer parce que, premièrement, je vous avoue que j'aime faire de la politique. J'aime ça, servir les gens. Mais je pense que là, la ville, vraiment, il faut s'embarquer pour la redresser. Et je pense que je suis l'homme de la situation pour faire ça. Bon, parlons de taxation municipale, parce que ça, c'est l'une des questions maîtresses de l'électeur qui dit « OK, moi, je vais voter pour ce gars-là, mais mon compte de taxes, il va ressembler à quoi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Les taxes, est-ce qu'ils vont augmenter comme ça? Ça va être l'inflation? Ça va être un gel de taxes? Est-ce qu'il va couper dans les dépenses? » C'est quoi l'approche de Claude Bachand? Ah, bien, la position est très simple. Nous, on pense que les petites familles, surtout, là, de la classe moyenne, sont comme étranglées actuellement. Alors, on veut leur donner un répit avec une coupure de 1 de leur taxe municipale. Puis après ça, on va geler les taxes municipales pour 2 ans pour finir avec une 4e année, probablement avec une indexation. Alors donc, pour eux, c'est favorable, je pense. Bon, généralement, les politiciens font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils augmentent au début puis ils gèlent à la fin du mandat. Oui, justement, mais moi, je ne suis pas un politicien usuel. D'ailleurs, je regarde d'autres exemples de ce que vous dites, là. C'est qu'on attend avant de faire des travaux à la dernière minute pour que les gens disent « Mon Dieu, ça bouge à Saint-Jean ». Bien, il aurait fallu échelonner ça sur 4 ans. Moi, ça va être le contraire. On va l'échelonner. Mais si vous coupez, si vous baissez d'1 puis vous gelez les taxes, là, ça veut dire que dans les faits, parce qu'il y a l'indexation, le coût de la vie, ça veut dire dans les faits que vous coupez des dépenses. Mais vous coupez dans quoi? Bien, écoutez, il y en a des dépenses à couper. Là, je ne vais pas revenir encore une fois sur le Festival des Montgolfières, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On est capable de demander à nos directeurs de services à la Ville, écoutez, vous allez me trouver 1 cette année de vos dépenses et vous allez les couper. Et par la suite, on va vous demander de garder le même tempo, c'est-à-dire gel la 3e année, puis la 4e, on reprendra l'indexation, ce qui veut dire à peu près 1 ou 1,5 ou un petit peu en bas. Alors, ça donne vraiment un coup de main aux petites familles, puis je pense que c'est important de le faire. Bon, parlons du fameux PTI, le programme triennal d'immobilisation. C'est un morceau important dans l'administration d'une ville. Vous, demain matin, là, Claude Bachand est élu. Le PTI, il va ressembler à quoi? Dans le fond, vous allez investir dans quoi? C'est quoi votre ordre de priorité dans les investissements que la Ville doit faire? Bien, écoutez, il y a quand même un 15 millions annuel pour le maintien des infrastructures. Après ça aussi, ça dépend beaucoup du développement de la Ville. Puis, je veux dire, on va suivre le rythme, tout simplement. Puis, on va aussi surtout faire en sorte qu'on va le démocratiser, le PTI. On va l'expliquer de long en large, puis on va permettre aux gens de le savoir exactement. Alors donc, c'est un peu ça. On ne sait pas comment va aller l'économie. On essaie de contrôler le plus possible. Mais s'il y a des pépins qui arrivent, on va être obligé de réagir. Là. Est-ce qu'on met de l'argent pour asphalter les routes en gravier, la passerelle à Saint-Luc, les égouts, l'aqueduc? C'est quoi l'ordre de priorisation de ce que la Ville a besoin en termes d'investissement? Bien, comme je vous dis, actuellement, il y a 15 millions annuels consacrés à la mise à jour des choses. Alors, c'est sûr que moi, personnellement, je pense que c'est un minimum. Je ne pourrais pas dire qu'on va descendre en bas de ça parce qu'il y a trop de demandes. Ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu, puis il faut réagir à ça. Moi, je ne m'explique pas que la 11e plus grosse ville au Québec a encore peut-être entre 50 et 100 rues qui sont non asphaltées. Alors, il faut y voir. Puis après ça, il y a d'autres types de budgets. Je veux dire, là, on me parle de chiffres sur la passerelle au-dessus de la 35 qui irait jusqu'à 6 ou 7 millions, alors qu'on nous a toujours dit 1,6. Alors donc, il va falloir, nous, on n'est pas actuellement dans le siège du conducteur, mais quand on y sera, on va devoir prendre nos responsabilités. Bon, parlons de l'aéroport municipal. Ça fait du bruit, c'est sûr, c'est un aéroport. Oui. Mais
est-ce qu'on maintient les opérations? Est-ce qu'on les augmente? Est-ce qu'on garde les 3 pistes? Vous avez même déjà évoqué ici l'idée de peut-être avoir des vols Saint-Jean-Toronto, par exemple. Oui. Ça fait quand même du bruit, mais bon, peut-être pas 10 fois par jour non plus. Mais bref, c'est quoi votre vision d'avenir du développement de cet aéroport? Bon, bien, je suis content que vous me dites ça parce que c'est un dossier que j'ai défendu courageusement par rapport aux autres. Moi, personnellement, je pense qu'on a une mine d'or avec l'aéroport. Il faut investir dans son développement. Elle a été négligée pendant trois décennies. Puis là, je pense que c'est le temps maintenant, avec ce qu'elle contient, cet aéroport-là, une tour de contrôle, d'immenses pistes qu'on pourrait même prolonger éventuellement. Puis je suis aussi que je pense qu'on n'est pas en contradiction avec l'atténuation du son. Je pense que les deux choses sont possibles. Si on dit on veut la développer, mais on veut atténuer le son, où est l'incompatibilité? Il n'y en a pas. Ça dépend de l'activité. Bien, ça dépend de l'activité. Là, on est plus ou moins favorable au touch and go qu'on appelle. Là. C'est toucher le sol puis repartir, puis revenir, toucher le sol puis repartir. Mais tout ça fait en sorte que des mesures d'atténuation, il y en a, pas juste du côté mécanique des avions, mais aussi du côté des plans de vol. Quand je vois, moi, des hélicoptères survoler le centre-ville, je trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Malgré que là-dessus, c'est le gouvernement fédéral, puis là-dessus, on ne jouera pas ce que c'est que la Ville a joué, là, en pensant que c'était le gouvernement fédéral, puis amener des façons de faire qu'on touchait directement à la juridiction. On va négocier, puis moi, à Ottawa, je vous rappelle que j'ai lancé le caucus aérospatial avec M. Garneau, puis qui est aujourd'hui le ministre des Transports, et moi, on était les deux principaux instigateurs du caucus aérospatial. Donc, j'ai mes entrées à Ottawa, puis je pense que ça, c'est pas à négliger. Les Montgolfières, vous l'avez évoqué tantôt. C'est un événement important. L'événement a connu des difficultés, peut-être oui, moins cette année. Toujours la température, évidemment. Mais pour vous, est-ce qu'on doit maintenir le festival dans sa formule actuelle ou si on le fait évoluer comment, cet événement-là? Bon, ça, c'est une bonne question. Premièrement, c'est très lié aussi avec le dossier de l'aéroport parce que le fait que le festival bloque 2 pistes pendant presque 3 mois, ça ne rapporte pas grand-chose à l'aéroport. Donc, je peux vous dire, sans vous dire exactement quoi, parce que j'ai été briefé par l'Association des pilotes, il y a des nouveautés qui s'en viennent, puis ça va un peu dans le sens de ce que je disais, parce que moi, je disais, il n'y a aucune vache sacrée au Festival des Montgolfières. C'est-à-dire que l'emplacement n'est pas sacré, la façon de gérer n'est pas sacrée. Alors, nous, on veut tout rebrasser pour essayer, puis on l'aime, notre festival. On ne dit pas qu'on ne l'aime pas. C'est pas parce qu'on veut prendre des résolutions de contrôle sur le festival que ça veut dire qu'on n'aime pas le festival. On aime le festival, mais si on veut qu'il survive, par exemple, il y a peut-être des choses à changer. Et c'est là-dessus qu'on va s'attaquer. Bon, parlons de l'avenir des golfs. Celui de Saint-Jean est en meilleure posture financière. Le golf de la mairie est déjà fermé. Dans le cas des légendes, on le sait, il y a aussi un projet. Qu'est-ce qu'on fait avec les golfs? Est-ce que, on consulte les gens? S'ils sont d'accord, on développe, on met des maisons là-dessus? Ou est-ce qu'on garde ça comme c'est là, où la Ville achète les terrains pour en faire des parcs? C'est quoi votre vision là-dessus? Bien, moi, je l'ai dit autant pour la confection du conseil municipal. Je parle souvent d'une formule hybride. Moi, je pense qu'il n'y a jamais une solution à gauche ou une solution noire et une solution blanche. Il y a quelque chose entre les deux. Puis des fois, bien, on peut concilier ce qu'il faut. Je pense qu'on ne peut pas dire on en fait des parcs. Puis je pense qu'on ne peut pas dire non plus on en fait des projets immobiliers immenses. C'est un entre-deux. Un entre-deux. Je pense que ça, c'est la solution. D'ailleurs, on parlait tantôt du golfe de Saint-Jean. C'est la solution qu'ils ont trouvée, eux. Ils ont arrêté l'hémorragie du déficit. Mais là, s'ils veulent régler le déficit, bien, ça leur prend certains bâtiments-là sans que ça touche trop à la vocation première du golf. Malgré que je constate, comme vous puis comme tout le monde, que c'est un sport qui est en déclin actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis, je vous rappelle aussi que la loi 122 qui fait en sorte que le gouvernement peut remettre en question les référendums. Alors, ça indispose beaucoup les gens. Les gens ont une certaine crainte de comment ça va virer. Alors, c'est un dossier complexe, mais je pense que quand on s'y attarde, on va y arriver. Et pour vous, il faut consulter les citoyens et leur donner le droit de... Moi, j'ai donné ma priorité à la démocratie. D'ailleurs, vous étiez là à la Chambre de commerce lorsque j'ai dit que les référendums, je connaissais ça, oui, moi. C'est ça. Le fameux 40 km/h dans les rues résidentielles, vous y croyez? Oui, mais moi, je crois aussi à une vitesse encore plus réduite dans les corridors scolaires. Ça, il faut aussi que ça soit appliqué, la loi soit appliquée.
Maintenant, j'ai déjà parlé aussi du 60 km dans des artères majeures, comme le boulevard industriel ou le boulevard Grand-Bernier, parce que là, il faut évacuer le trafic aussitôt que les industries finissent à la fin de l'après-midi. Pourquoi pas? Il n'y a presque pas, il n'y a pas d'école, il n'y a rien de spécial, sauf l'école, j'en conviens, à Notre-Dame-de-Lourdes. Mais normalement, ils sortent de là et s'en vont en direction de Montréal vers le nord de la ville. Alors, je pense que 60 km sur les grandes artères, 40 km dans les rues ordinaires et 30 km dans les corridors scolaires, ça tient la route. Bon, parlons du centre-ville. Les travaux, un jour, vont se terminer. Transport Québec va finir son pont un jour aussi. Mais moi, il y a un enjeu qui me revient souvent parce qu'on me questionne là-dessus, c'est les parcomètres. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre les parcomètres ou les horodateurs? Est-ce qu'on ne doit pas implanter d'autres types de signalisation, genre aux 2 heures ou je ne sais trop? Quelle est votre opinion là-dessus? Bien, écoutez, c'est... Tant qu'on n'est pas assis dans la chaise du conducteur, c'est difficile de le dire. Quand je veux dire ça, c'est dans la chaise du maire qu'on a toutes les informations. Mais moi, une chose qu'il faut d'abord regarder, combien ça rapporte à la ville, les horodateurs? Puis après ça, comment peut-on régler le problème qu'il y a des gens, s'il n'y a pas d'horodateurs, qui vont venir s'installer en avant des commerces du centre-ville, puis qui vont rester là toute la journée, privant les clients de stationnement qui sont nécessaires pour qu'ils aient magasiné sur la grande rue. Alors donc, je pense que c'est prématuré pour moi de dire c'est comme ça que ça va fonctionner. Je veux voir comment coûte un horodateur, comment a coûté l'installation et comment ça rapporte. Puis, je veux tenir compte aussi du fait qu'il doit y avoir du stationnement pour les clients face au commerce. Alors donc, je ne peux pas arriver avec une réponse là, toute préfabriquée puis dire c'est comme ça qu'on va appliquer. Il faut connaître d'abord l'enjeu de la situation. Bon. Puis du côté d'Iberville, pour ou contre les sens uniques à la sortie du pont? Bien, moi, je pense que je suis d'accord avec les sens uniques, je vous avoue. Bon, je sais qu'il y a des gens des autres équipes qui vont trouver qu'il y en a trop. Mais moi, il y a des choses dans la ville qu'il faut revoir là, du côté de la signalisation puis de la direction du trafic. Tu sais, j'ai sorti la farce que je m'étais fait arrêter par la police ici, sur la rue Foch, parce que j'avais frappé j'avais rencontré un premier sens unique, un deuxième sens unique, et là, j'ai dit, ça ne se peut pas qu'il y ait un troisième au sens unique. Alors là, j'ai viré à droite pour aller sur la rue Saint-Paul pour m'en aller vers chez moi. Puis je suis arrivé face à face avec une auto de police. Alors donc, j'ai dit, mon Dieu, là, j'ai dit, écoutez, je ne pensais jamais qu'il y avait un troisième. Fait que là, les gens ont compris, m'ont laissé, disons, une petite chance, là, mais disons que je ne me serais pas attendu à avoir tant de... Donc, je pense qu'il faut rebrasser les cartes. Puis il faut écouter les citoyens. On veut savoir ce que les gens pensent. Puis là, ce qu'ils pensent ça, c'est la formule magique. Lorsqu'on suit à peu près ce que les gens exigent, on ne peut pas se tromper beaucoup. Fait qu'on va refaire des études sur les sens uniques, les obligations ou non de tourner à droite, les permissions de tourner à droite. Ça, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Alors, donc, je vous donne mes premières pensées, mais il va falloir rebrasser le tout. Claude Dachamp, merci beaucoup. Bonne chance. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et restez avec nous. Au retour, on reçoit le candidat indépendant Martin Côté. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle football. Oui, spécial Husky de Saint-Jean avec Marc Rémillard et David Gabin. Et tu sais quoi? Pas de NASCAR à la fin, mon ami. Yes, sir! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On poursuit nos entretiens avec les différents candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le vote est dimanche. C'est important d'y aller, de vous exprimer. Aujourd'hui, c'est au tour du candidat indépendant Martin Côté. Bonsoir et bienvenue. Bonjour.
Bon, votre candidature a été annoncée quelques jours avant la fermeture des mises en candidature. Pour certains, c'était un peu une candidature surprise parce que les 3 autres avaient déjà annoncé leurs intentions au printemps. Et là, vous êtes arrivé et là, vous dites, moi, je me présente comme indépendant. Expliquez-nous un peu vos intentions premières. Est-ce que vous aviez ça en tête déjà depuis quelque temps de présenter votre candidature? Moi, je ne connaissais pas vraiment la procédure pour déposer. J'ai su qu'il y avait 45 jours de pré-campagne. Au départ, je n'étais pas au fait de ça. Je croyais qu'il fallait arriver dans les temps, selon entre le 22 septembre puis le 6 octobre. Donc, j'ai déposé candidement ma demande. Puis là, on m'a dit, bien, vous n'avez pas vraiment rempli la bonne demande. Donc, j'ai refait 2 fois le même processus. Donc, je pourrais quasiment me présenter à la mairie de Montréal avec mes 200 noms. Quand même. Et quelle est l'intention derrière tout ça? Donc, pourquoi vous présentez? Qu'est-ce qui vous... Bien, présentement, j'ai demandé à tout mon monde autour de moi, comme qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis, en tant que citoyen, ça m'interpellait que je trouvais que ça ne bougeait pas assez vite, la vie politique. Il me semblait que ça aurait été plus facile d'être directement au cœur même du programme pour pouvoir faire vraiment un changement. Quand on écrit au journal, quand on fait une lettre d'opinion ou qu'on appelle à la station de radio, on n'est pas vraiment porté à vouloir parler avec un citoyen qui n'est pas vraiment dans la machine électorale. Donc, j'ai décidé de me présenter afin de vouloir changer ça en lisant qu'est-ce que mes autres candidats ont... Le pourquoi et le comment. J'ai su que les autres candidats, ça leur a pris comme 2-3 années avant de comprendre comment ça fonctionne, l'appareil gouvernemental. Moi, je ne pense pas que ça me prendrait 2 ans pour ça. Surtout que, là, regardez, je suis direct là, je n'ai pas eu besoin de passer comme conseiller avant. Là. Je crois qu'il faut être directement au cœur de l'action si on veut vraiment que les choses changent. Bon. Parlez-nous de vous un peu pour que les gens vous connaissent. Qui est Martin Côté? Quelle est votre connaissance du milieu? Quelles sont vos expériences? Bref, présentez-nous. Bien, Martin Côté, c'est un homme qui est bien ordinaire, qui est comparé aux autres. Ce n'est pas un gérant de PME de 200 employés, mais il a quand même de bonnes notions d'économie parce qu'il a réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui tout en survivant dans le monde dans lequel on vit. Et son CV n'est sûrement pas aussi impressionnant que nos candidats qui se présentent à la mairie, mais si je peux vous mettre en lumière que pendant toutes ces années-là qu'on a dirigé la ville, mais c'était tout le temps des gens qui avaient des CV formidables, puis qu'aujourd'hui, regardez comment ça va pas bien. Ça va pas bien en circulation, ça va pas bien en infrastructure. Ouais. Donc, avez-vous des expériences particulières dans des domaines pour lesquels vous avez travaillé dans le passé? J'ai été animateur responsable au niveau des scouts de Saint-Eugène. J'ai adoré ça, travailler au niveau du communautaire, au niveau des jeunes, de voir le développement, de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec pas grand-chose. Donc, je me dirais que si j'aurais 156 millions de budget pour gérer une ville, je crois que je mettrais l'emphase. Je pense que je mettrais plus l'argent aux bons endroits. Je trouve qu'on met beaucoup trop d'argent sur l'asphalte et peu sur le citoyen. C'est le citoyen, dans le fond, qui est le... Bon, puisqu'on parle d'argent, souvent la question qui nous vient en tête quand on est payeur de taxes, c'est de dire, OK, il y a des gens qui se présentent devant moi, mais demain matin, Martin Côté est maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma taxation, elle va ressembler à quoi? Est-ce que mes taxes vont geler? Est-ce qu'ils vont diminuer? Est-ce qu'ils vont augmenter? Oui, mais moi, c'était dans mon programme électoral. J'avais l'intention de geler les taxes pendant 4 ans. Il y en a qui m'ont dit que c'était impossible de pouvoir faire ça, étant donné le coût d'indexation, coût de la vie qui est de 3 donc c'est 12 en théorie. Mais dans les chiffres qui ont été publiés en 2005 et 2009 à la presse, il y a eu une augmentation, on a eu une hausse globale de 23 donc 8 de plus que le taux d'indexation, coût de la vie. Là, je me rabats un peu là-dessus pour dire que je suis capable d'aller chercher le 8 Ensuite, après, on verra si on annexe au coût de la vie, mais je suis sûr et certain qu'on a été surtaxé. Les surévaluations de toutes les bâtisses qu'on a eues, là, ça, c'est rendu que des appartements, ça vaut 300 000 C'est les mêmes bâtisses qu'il y a eu là 100 ans qui valaient pas mal moins. Aujourd'hui, je crois qu'on est surévalué énormément pour ça. Donc, geler les taxes veut dire forcément couper dans les dépenses dans les prochaines années. Oui, avec une meilleure gérance, à regarder exactement où est-ce que l'argent s'en va. Rallonger le temps pour les appels d'offres, parce que les appels d'offres, en 11 jours, quand on prend des contrats de 5-6 millions, là, je trouve que c'est pas légitime, surtout juste avant les vacances de la construction. Je trouve que c'est ridicule un peu.
Puis peut-être une possibilité de fragmenter les gros contrats avec nos petits contracteurs qui n'ont peut-être pas les reins assez solides au niveau des assurances, de pouvoir globaliser ces contrats-là pour donner un peu du manger un peu à tout le monde. Bon, quelques enjeux qui ont été évoqués durant cette campagne. Le fameux dossier de l'avenir de l'aéroport. On fait quoi avec l'aéroport? Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on le ferme? Est-ce qu'on ferme une piste, 2 pistes? Vous en pensez quoi? Là, il y a eu le comité aviseur qui a remis son rapport et que la Ville a refusé encore de transmettre, qui va le transmettre uniquement après les élections. Donc, c'est difficile de pouvoir vraiment se prononcer là-dessus. Je sais qu'un des candidats a réussi à l'avoir, mais moi, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais un aéroport, c'est sûr que c'est un moteur économique. Puis, il y a juste 5 villes au Québec qu'on a un aéroport. Je ne crois pas que dans l'optimal, ce serait de fermer l'aéroport, mais il faudrait arrêter, par exemple, que le système d'urbanisme continue à globaliser autour de l'aéroport pour pas que les gens soient incommodés. Parce que moi je suis très au fait qu'il faut enlever la pollution sonore des trains, de la circulation ou des avions. Là. Mais les avions, je crois que c'est là pour rester. Mais il faut faire le pont entre l'acceptation sociale puis la rentabilité aussi de l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait avec le Festival de Montgolfière qui, oui, ces dernières années, a connu des difficultés économiques? Mieux cette année, semble-t-il, la température était plus acceptable. Est-ce que cet événement-là sert bien la Ville de Saint-Jean? Est-ce qu'on doit continuer de financer et de supporter financièrement un événement comme les Montgolfières? Moi, je crois que le Festival des Montgolfières est une formule gagnante. C'est un festival qui ça fait 30 ans qui roule. J'ai de la misère à croire que les gens qui ont un CV formidable, qui étaient à la tête du Festival des Montgolfières, réussissent à pouvoir perdre de l'argent. Pourtant, c'est des gens qui ont, comme tu l'as dit, qui ont un CV assez volumineux. Donc, ça n'empêche pas du cafouillage. Moi, je veux vraiment revoir ça. C'est sûr que le festival, en tout cas, il est là pour rester. C'est une vision pour la ville. C'est un rayonnement là, au niveau même de la région, là, pas juste pour la ville. Bon, parlons de l'avenir des terrains de golf, principalement Saint-Luc, golf de la Mairie et le golf des Légendes, où il y a des projets qui probablement vont arriver dans l'avenir de bâtir des maisons, de bâtir du résidentiel. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on fait une bonne chose en utilisant ces terrains-là à des fins résidentielles ou si à l'opposé, comme d'autres le souhaitent, est-ce qu'on devrait plutôt acheter ces terrains-là et en faire des parcs pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de maisons qui se bâtissent là-dessus? C'est entre deux, on est entre deux choix possibles. L'idée qu'on pourrait avoir une espèce de gros Central Park comme à New York, ça pourrait vraiment être une très grande réalisation au niveau de notre ville. On a un plan vert qui, plus ou moins, on coupe des arbres pour en planter d'autres. C'est sûr qu'il ne faudrait pas payer, disons, à la valeur marchande de ces terrains de golf-là. Pendant toutes ces années-là, le promoteur privé a fait son pain et son beurre avec ça. Là, si c'est à lui de le vendre, en théorie, nous autres, en tant que citoyens, on n'a pas vraiment de droit de regard là-dessus parce que c'est un terrain privé. Mais éventuellement, de pouvoir parler avec ces promoteurs-là pour dire est-ce que c'est possible que la Ville puisse l'acquérir, mais je ne crois pas que la Ville doit absolument dire hey, on va saisir cette opportunité-là. Je ne pense pas que le dirigeant a le droit de faire ça. Plusieurs candidats durant cette campagne ont parlé d'implanter et d'imposer la règle du 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Moi, je pense que même si ça serait 30 km/h partout, le monde roulerait à 60 quand même. J'ai été chauffeur de taxi, j'ai été livreur de pizza. 50 km, c'est pas mal la norme. De toute façon, le monde ne respecte pas. Il y a des corridors scolaires, puis le monde, il passe à 70 quand même. Je suis pas contre qu'on aille moins vite, mais la vie d'aujourd'hui est tellement rapide, il faudrait dire ça à l'ensemble des usagers, dire comme ralentissez, parce que même si on met des bosses à 40 000 de la bosse, ça ne ralentit pas plus le monde, ça fait juste les faire changer de choses. Mais si on développerait un vrai corridor, comme on a des corridors scolaires, on pourrait avoir des corridors urbains où le gros de la population pourrait se diriger vers les axes routiers, de développer des axes routiers est-ouest, nord-sud, pour s'en aller vers la 35 pour vider la ville, où ce que les entonnoirs, éviter de fabriquer des entonnoirs. Bon, et puisqu'on parle de ralentissement, il y a un nouveau phénomène maintenant, il y a de la congestion routière à Saint-Jean à certains moments, à certains endroits. Est-ce qu'il y a moyen de régler ça? Et si oui, comment?
Mais là, présentement, il y avait un comité de circulation. Donc, si le comité de circulation, avec des CV impressionnants, n'ont pas été capables de régler le problème, c'est parce que je pense qu'ils ne se sont pas vraiment penchés dessus. Là, aujourd'hui, la ville est en travaux. Donc, c'est difficile un peu de bloquer. Où il y avait les voies d'accès, il n'y a plus de voies d'accès. Mais je crois, comme là, j'ai vu que le parc de l'Éclusier, qu'on va refaire une petite rue à faire à cheval, là. Mais ça, je trouve que c'est ridicule. Parce que s'il y avait une voie pour sortir vers Champlain, bien, c'est là. Quand il y a des entonnoirs possibles, il faut les éliminer, ces entonnoirs-là. Puis là, c'est juste ça qu'on fait. On fait juste rapetisser les choses. À Iberville, je regarde des travaux qui s'en viennent. Il y a des parties de trottoirs qui pénètrent sur l'intérieur de la rue. Ça ralentit le monde. Donc, c'est facile d'avoir une... C'est très beau. Je ne veux pas dire que c'est pas beau, mais tout en granit, c'est très cher. Puis quand ça va faire des travaux, ça va encore coûter très, très cher pour le refaire aussi. On sait comment est-ce qu'on fait des travaux. Donc, je pense que de cause à effet, c'est de la dépense supplémentaire. Puis c'est là-dessus que je pourrais sauver de l'argent, moi, M. Legault. En quoi Martin Côté peut-il être un rassembleur? Parce que vous êtes candidat indépendant, mais campagne à la mairie, conseil de ville, il y a 12 conseillers, conseillères là, qui vont être élus là, dimanche prochain. Comment pouvez-vous les rassembler? Bien, je suis habitué. J'ai travaillé avec toutes sortes de genres de personnes. Puis, moi l'idée, c'est que je crois que la personne qui a été élue, elle veut faire un bon travail. Moi, je veux vraiment responsabiliser un peu plus l'élu. J'aimerais que l'élu devienne comme un travail à temps plein. J'aimerais que l'élu de chacun des districts soit les yeux et les oreilles du citoyen, qui aille serrer des mains, pas juste en élection, qui aille aussi sur le terrain, puis qui ramène ça à l'hôtel de ville. Parce que c'est là qu'il peut se passer de grandes choses, mais on a enlevé beaucoup de réunions d'élus. La CRE a été disparue au niveau de la MRC. Est-ce que les gens de chacun des districts se réunissent vraiment ensemble? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais il semble que non. Parce que qu'est-ce que je vois à la télévision? C'est qu'ils ne semblent être pas au fait des dossiers. Donc, s'ils ne sont pas au fait des dossiers, puis les dossiers, c'est des dossiers chauds, ça veut dire que le monde, il ne travaille pas le dossier. Martin Côté, merci beaucoup. Merci Bonne chance. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Monvote-maville.ca, c'est le site Internet pour regrouper toutes les informations pertinentes à l'élection de dimanche prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, dans quelques semaines, dans la semaine du 20 novembre, on va vous présenter à nouveau des extraits du Conseil de ville avec le nouveau conseil, les nouveaux élus. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est toujours le traditionnel télébingo avec cette saison, n'oubliez pas, 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.